du Crevon et son officier. 5e partie, Fontaine de vie. Chute du réseau. Friedrich, 14 mars 1944. De retour au travail le mardi, jetant l'oreille à l'affût des moindres nouvelles concernant le réseau d'Emma, un certain nombre de ses membres qui ont été arrêtés et détenus dans les cellules aménagées dans les sous-sols du palais de justice. Mais je n'apprends rien de nouveau avant le lendemain. Les frères Boulanger ont été arrêtés, suite à un guet-apens organisé par Ali et ses sbires. La Gestapo était au courant des parachutages, parfaitement informée de 2 des terrains, des lieux de rencontre et des boîtes aux lettres de Rouen, ainsi que de l'entrepôt des armes au garage Philippon. Il connaissait l'alias de Raoul Boulanger, lieutenant Marceau, mais Ali veut être sûr d'abattre tout le réseau. Pour l'instant, il ne détient que les groupes de liaison. J'ai bien fait d'exfiltrer la femme que j'aime avant qu'il ne lui tombe dessus. Je sais qu'Emma affectionne les Boulanger. Elle m'a parlé d'eux, de l'époque où elle faisait du théâtre avec Raoul. Nul doute qu'ils vont être torturés comme tous les autres. J'en apprends beaucoup plus lorsqu'Ali amène son rapport, qui passe obligatoirement dans mes mains pour être traduit en allemand. L'inspecteur et ses acolytes gestapistes ont suivi les 2 frères qui étaient venus à Rouen et avaient rôdé autour du palais de justice, probablement pour glaner des renseignements permettant d'organiser des évasions des détenus. Ils les ont pistés dans 2 voitures jusqu'à Ry, où ils ont préparé un guet-apens en haut de la côte qui mène au hameau des Ventes. Coincés entre les 2 voitures et une camionnette qui barrait le passage, les Boulanger n'ont pas résisté, au vu du nombre et de l'armement des adversaires. Ils ont été amenés à la Syrie, dans la maison d'Henri, où les interrogatoires ont commencé, dirigés par Ali, qui veut savoir où se cache Fantomas et qui il est, où sont les maquis, où les 2 frères le retrouvaient. Sous la torture, aucun des 2 n'a parlé. Et après une fouille de la Syrie qui n'a rien donné, les 2 frères ont été amenés ce matin rue du Donjon. J'obtiens certains détails au cours d'un dîner le lendemain soir, dans un restaurant où certains des tortionnaires ont leurs habitudes. J'y entends des détails dont je me serais bien passé. Toute la nuit, les Boulanger ont été soumis à la question avec force coups de poing, de pied, de triques, et même avec des rondins de fagot. Raoul a même été matraqué avec un maillet de menuisier pris sur son propre établi. Les monstres lui ont cassé toutes les dents et fracturé le crâne. Sous les coups de Cotteret, ses cuisses sont triplées de volume. Son frère Henri n'a pas fini en meilleur état. Ses jambes sont devenues un magma sanguinolent où l'os est apparent. Ils étaient à demi inconscients. Cette discussion me donne envie de vomir. Mais je suis soulagée d'avoir soustrait Emma à ces ordures qui l'auraient elle aussi malmenée. À cette pensée, je serre les poings, à m'enfoncer les ongles dans la paume des mains. Friedrich, 17 mars 1944. Le vendredi, sous prétexte d'un rendez-vous au château de Belménil à Saint-Denis-le-Thiboux, je me rends à Ry. Peu importe l'accueil que je recevrai, j'ai promis à Emma de remettre sa lettre en main propre à ses parents. L'étude de maître Conteville n'est pas difficile à trouver. Elle se trouve presque au bout de la Grand-Rue, juste avant la route des Ventes. Hans arrête la Mercedes juste devant. Je suis reçu par un clerc à qui je demande d'informer le notaire de ma présence, en déclinant mon identité. Il revient dans les minutes qui suivent et m'introduit auprès du père d'Emma. Je ne l'ai vu qu'en photo, tout récemment, et le voilà devant moi en chair et en os, moustache et barbe soigneusement entretenues, lunettes sur le nez. Il se lève à mon entrée et m'indique de m'asseoir. « Que puis-je pour vous, Oberleutnant von Richter ?» me demande-t-il en m'observant par-dessus ses lunettes. « Rassurez-vous, je ne viens pas pour un interrogatoire ou toute autre mission de police. Je suis officier dans la Wehrmacht. J'accomplis aujourd'hui une mission qui m'a été confiée par votre fille, Emma, annonçai-je en lui tendant la lettre. Il la prend et pourtant il ne l'ouvre pas. Il me dévisage comme s'il cherchait à sonder mon esprit. « Pourquoi ma fille vous a-t-elle remis cette lettre à vous ?» s'enquiert-il, surpris. « Je pense que vous allez avoir la réponse dans cette lettre. Mais il faut que vous sachiez qu'Emma a dû quitter Rouen de toute urgence. Elle pouvait être arrêtée à tout moment par la Gestapo. Je pense que vous êtes au courant que les frères Boulanger viennent d'être arrêtés. »
En effet, répond mon interlocuteur qui a brusquement pâli. Et pas que d'ailleurs. Je ne relève pas l'allusion. Je connais les noms de ceux qui ont été arrêtés. Les Delbos de Deville, Maillère du Havre, les Sueur et d'autres. Je poursuis mon argumentaire. Emma faisait partie du même réseau. Heureusement, j'ai entendu une conversation qui m'a alerté il y a une dizaine de jours. Suite à l'infiltration du réseau par un jeune collabo, un magasin de Rouen avait été mis sous surveillance. Or, je savais qu'Emma fréquentait cette boutique et elle m'a confirmé le soir même qu'elle servait de boîte aux lettres. Je l'ai suppliée de fuir et je me suis chargée d'avertir une des messagères du réseau afin qu'elle avertisse tous les membres du groupe. Mais prenez connaissance de ce que vous a écrit Emma. Il obtempère enfin. Au fur et à mesure qu'il lit, son visage passe par toutes les couleurs, trahissant ses émotions fluctuantes. Je le vois prendre une grande inspiration, comme s'il voulait retrouver son calme avant de relever la tête et me regarder fixement. « Comment avez-vous rencontré ma fille, Herr von Richter ?» Au bord du Crevon, tout près du château de Belménil, le 16 mai 1943. J'étais arrivé dans la région depuis une quinzaine de jours, après 2 mois passés à l'hôpital en Allemagne, suite à une grave blessure sur le front russe. Elle se promenait et moi j'étais assis en bras de chemise et pieds nus, en train de lire. Elle ne s'est pas aperçue que j'étais allemand quand nous nous sommes adressés la parole. Nous avons parlé littérature, puisque je lisais Madame Bovary. Ce n'est que lorsque nous nous sommes présentés et que je lui ai donné mon prénom qu'elle a réalisé que j'étais allemand. Je peux vous dire qu'elle a changé de couleur. Monsieur Conteville sourit à cette évocation. Toutefois, elle ne voyait déjà plus le soldat, mais la personne que je suis. Un jeune homme étudiant en littérature, comme votre fils, alors étudiant en droit, mobilisé pour prendre part à une guerre qu'il n'a pas souhaitée, et en ce qui me concerne, me battre pour un régime que je déteste. Nous nous sommes revus par hasard à Rouen et nous avions beaucoup de plaisir à converser ensemble dans le jardin de l'hôtel de ville. Comment se fait-il que vous parliez français sans accent ? Ma mère est alsacienne. Lorsqu'elle a épousé mon père, sa région d'origine était encore allemande, mais elle et ses parents se sont toujours sentis français. Et elle m'a parlé cette langue dès mon plus jeune âge et m'a initié à la littérature française. Vous savez, entre Colmar et Freiburg, il n'y a que quelques kilomètres, et les gens de chaque côté du Rhin ont toujours vécu les uns avec les autres. Quand les choses sont-elles devenues sérieuses entre vous ? Monsieur, j'ai aimé Emma au premier regard. Elle aussi, je crois, mais elle a lutté contre cette attirance car j'étais allemand. À cause de cela, notre relation est toujours restée secrète, car je ne veux pas qu'elle souffre du regard des autres. Et notre relation est devenue plus intime en août. Je vois, déclare le notaire. Et qu'envisagez-vous dans l'avenir, Oberleutnant ? Nous souhaitons nous marier dès que nous en aurons la possibilité, et je veux reconnaître mon enfant. Emma est la femme de ma vie, monsieur. Eh bien, tâchez de rester en vie, dans ce cas. Je me demande s'il est sérieux ou pas, mais je lis dans ses yeux qu'il le pense vraiment. Je l'ai promis à Emma et j'espère tenir cette promesse. Pourtant, vous avez aidé une résistante à fuir, et pas seulement elle, d'après ce qu'elle me confie dans cette lettre. N'est-ce pas risqué pour vous ? Je lui rappelle que je déteste le régime nazi, et que mon père déteste Hitler autant que moi, tout comme mon frère. Social-démocrate, son parti a été condamné comme les autres partis opposés au national-socialisme. Je suis mobilisé depuis 1939, et j'ai vu les atrocités commises en Pologne, en Russie. Je n'ai jamais voulu participer à ça. Heureusement, j'ai combattu sous les ordres de certains supérieurs qui se sont révoltés contre des ordres de massacre. Néanmoins, je fais partie de cette armée allemande et je ne peux échapper à cette culpabilité. Alors, quand j'ai eu l'occasion, grâce à Emma, d'aider des personnes poursuivies parce qu'elles étaient juives ou opposées au régime de Vichy, je l'ai fait par amour pour elles, mais aussi par conviction. Mais je dois être vigilant, car si moi je risque gros, ma famille aussi en Allemagne. Comme ici avec les collabos, les habitants se méfient de leurs voisins et même de leurs parents. Un mot de travers contre Hitler, et c'est la prison ou la déportation.
Je lis dans le regard de M. Conteville qu'il comprend. Qu'allez-vous faire lorsque les Alliés débarqueront? Peut-être pense-t-il que je vais déserter ou passer dans les rangs de la résistance. Je me suis posé cette question maintes fois ces derniers jours. J'y ai beaucoup réfléchi. Certes, j'ai aidé la résistance, mais uniquement pour protéger des personnes, pas pour aider à tuer. Il est naturel pour un Français ou tout autre habitant d'un pays occupé de rallier les réseaux de résistance, les maquis. Mais je suis allemand. Je ne me vois pas combattre contre d'autres Allemands. Donc je ferai mon devoir, mais sans excès de zèle, et je me rendrai avec mes hommes à la première occasion. C'est ce que je lui réponds, avec sincérité. Mais quand va-t-il me poser la question qui doit lui brûler les lèvres? J'imagine que vous ne me révélerez pas où se cache Emma. Vous imaginez bien, monsieur. L'inspecteur Ali et ses agents continuent à chercher. Ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Même s'ils n'arrivent qu'à obtenir des pseudonymes, n'importe lequel des prisonniers qu'ils détiennent peut donner le nom d'Emma, et vous risquez d'être interrogé vous-même. Moins vous en saurez, mieux c'est, pour vous comme pour elle. Je refuse qu'elle court le moindre danger. Vous tenez tant que ça à elle, questionne-t-il. Elle est toute ma vie. Je ne supporterai pas de la perdre. Et là où elle est actuellement, personne n'ira la chercher. Je lui promets de lui donner des nouvelles tant que je le pourrai. Si ce n'est moi-même, au moins par l'intermédiaire de Thérèse. Il connaît cette dernière pour l'avoir rencontrée 2 ou 3 fois. Avant que je prenne congé, il me propose de rencontrer sa femme. Je le suis à l'étage et je le laisse me présenter à Madame Conteville, à laquelle il remet la lettre d'Emma. Je sais maintenant de qui ma fiancée tient sa beauté, car sa mère a les mêmes yeux bleus, des cheveux blonds, avec quelques fils d'argent et des traits très proches. Elle parcourt la missive rapidement. Comme chez son mari, je peux lire ses émotions. Mais contrairement à lui, elle ne me bombarde pas de questions. D'ailleurs, le notaire lui confie qu'il lui expliquerait les détails. Je ne peux me défaire de l'impression qu'Emma lui a parlé, si ce n'est de moi, du moins de ses sentiments amoureux pour un homme qu'elle n'a peut-être pas cité précisément. Elle me remercie tout en m'offrant un café. Sa seule question concerne le bébé. Quand doit-elle accoucher? Fin juillet, lui annonçai-je fièrement. Et j'imagine que vous voudriez un garçon? Emma préférerait un garçon. Moi, j'aimerais bien que ce soit une petite fille. Mais en réalité, peu importe, du moment que notre bébé va bien. En tout cas, pour l'instant, il bouge déjà beaucoup. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je ne pourrai certainement pas être là lors de sa venue au monde. Quel père a envie d'assister à un accouchement? S'exclame-t-elle en riant. Je ne sais pas, rétorquai-je, mais j'aimerais être là, lui tenir la main, lui insuffler le courage dont elle aura besoin. Madame Conteville sourit. Ses yeux pétillent comme ceux d'Emma. Mes yeux s'embuent devant ce constat, et elle s'en aperçoit, mais ne fait aucun commentaire. Bientôt je prends congé, réellement cette fois. Maître Conteville me serre la main, et sa femme fait de même, mais elle la retient un instant. Merci encore. Et faites attention à vous. Vous me semblez trop sensible pour un soldat, me murmure-t-elle. Elle n'a pas tout à fait tort. Reinhardt me l'a souvent répété, lui aussi. Ali amène un nouveau rapport en fin d'après-midi. Ces tortionnaires ont continué à interroger les frères Boulanger. Ils semblent même s'être acharnés sur les 2 hommes déjà affreusement blessés et laissés sans soin. Doigts écrasés, coups de nerfs de bœuf suspendus par les pieds, et bien d'autres traitements aussi cruels leur ont été infligés, sans que les victimes donnent la moindre information. Ils ont finalement été incarcérés à bonne nouvelle, mais il est question de les ramener chaque jour rue du Donjon pour de nouveaux interrogatoires. Combien de temps vont tenir ces 2 hommes courageux? Emma, 3 avril 1944. Déjà 3 semaines que je suis dans cette maison. Ma famille me manque, même si je ne la voyais pas tous les jours, loin s'en faut. Mais je pouvais aller voir mes parents lorsque j'avais 2 ou 3 jours de repos. Le soir, je regarde souvent les photos de mon petit album. Thérèse aussi me manque. Mais celui dont je me languis le plus, c'est mon Friedrich. Sa photo ne me quitte pas, car j'en ai glissé une dans le médaillon qu'il m'a offert, et dès que Josepha a le dos tourné, pour éviter une remontrance, je rêvasse en me remémorant nos meilleurs moments. Il m'a dit qu'il viendrait d'ici 3 semaines, et cette échéance est arrivée.
Je connais maintenant toutes les mamans et leurs bambins, ainsi que les futures mamans. Elles sont pour la plupart françaises, mais il y a aussi 2 Belges et une Néerlandaise. Annette m'a relaté qu'il y a eu 2 ou 3 Allemandes déjà reparties. J'ai été surprise de voir des enfants plus grands que ne le laisse penser la date d'inauguration de la maternité. Mais des enfants sont nés ici déjà en 1943. Les pères appartiennent tous à la SS ou à la Schutzpolizei, généralement cantonnés en région parisienne, et aucun dans les environs de la Morlaix. Pourtant, cette région de Chantilly, spécialisée dans l'élevage de chevaux, est devenue le quartier général de la cavalerie allemande. Toutefois, les cavaliers de la Wehrmacht n'ont pas plus le droit d'approcher de Westwald que les habitants du coin. La famille Meunier, à qui appartenait le manoir auparavant, avait aussi des chevaux, d'où les écuries que j'ai vues le premier jour, et le domaine se nommait Tournebride. La maison à l'entrée est bien, comme je le subodorais, celle des gardiens. Quant au petit pavillon, ils hébergent les SS chargés de la surveillance et une partie du personnel. Parmi les bébés dont je me suis occupée depuis mon arrivée, 2 petits garçons que leur mère avait laissés aux bons soins de l'association ont été dirigés vers Munich, sûrement à la maison mère, en vue d'être adoptés par une famille allemande modèle. Dans le manoir, en plus des mamans, des enfants et du personnel soignant, vivent l'adjudant SS Engelin, régisseur du domaine, ainsi que le sergent SS Grunwald et son épouse, ces 2 derniers étant chargés de veiller sur la demeure principale et l'intendance. Mes collègues allemandes m'ont présenté la sage-femme, Christelle Höhe. Je n'ai vu aucun personnel français. Tous ceux qui travaillaient au domaine ont été chassés par la direction SS. Depuis que je suis là, le docteur Fritz n'est venu que 2 fois. Il est pourtant censé passer 2 fois par semaine, mais il semble loin de la rigueur et de la ponctualité qui fait la réputation de l'armée allemande. Et lors de ces visites, j'ai eu la nette impression qu'il avait bu plus que de raison. Il paraît qu'il passe son temps à vadrouiller dans le Gros Paris, fréquentant restaurants et boîtes de nuit. Néanmoins, il a quand même écrit à son supérieur, le docteur Gregor Ebner, le responsable des Lebensborn, pour obtenir de quoi lutter contre les mouches et les moustiques. Ceci dit, je pense qu'il a uniquement signé le courrier rédigé par Fräulein Reindt, qui s'occupe des questions administratives au bureau du Lebensborn de la rue Poincaré à Paris. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 camps opposés dans l'établissement. D'un côté, il y a Josefa Knoll, Christelle Höhe et Engelin. De l'autre, il y a le couple Grunwald. Les seconds étant arrivés dès décembre 1943, bien avant les autres, s'estiment les véritables responsables de Westwald. Un véritable cloche-merle, version allemande. Malgré ces différends, contrairement aux gens de l'extérieur, nous ne manquons de rien. Nous mangeons à notre faim. Nous avons droit à des aliments que je n'ai pas vus depuis un moment. Le matin, c'est café ou thé avec du pain complet et des flocons d'avoine. Au déjeuner, il y a toujours de la viande ou des œufs, des légumes verts et des pommes de terre, suivi d'un dessert, souvent un fruit, et au dîner, c'est soupe avec souvent de la saucisse et pain. Le dimanche, un goûter fait de pain blanc et de confiture nous est servi. Mon travail n'est pas compliqué, et les relations avec mes collègues allemandes, si elles ne sont pas très chaleureuses, restent supportables. Seule Irène se montre plus cordiale, mais j'ai remarqué qu'elle vérifie bien auparavant que Knoll n'est pas dans les parages. De toute façon, je reste sur mes gardes. Je m'occupe des bébés qui me sont confiés, consciencieusement. Leurs gazouillis me font sourire. Le moment de leur bain est celui que je préfère, celui où je peux leur parler, les masser avec douceur, leur faire un câlin. Ces pauvres chérubins en ont bien besoin, car la plupart sont abandonnés par leur mère, qui doivent néanmoins les allaiter pendant les 6 semaines de leur séjour postpartum. Mes collègues allemandes trouvent que je les cajole trop. Comment peut-on en faire trop pour ces petits bouts de chou? Qu'ils soient ou non la future élite du Reich n'y change rien. D'ailleurs, combien de ces mignons poupons blonds aux yeux bleus seront encore conformes aux critères physiques imposés dans les Lebensborn? Leurs théories me font peur, mais aussi rire, car ils ignorent si parmi les grands-parents il n'y a pas un brun aux yeux marrons, et que selon les lois de Mendel, le joli bébé sera peut-être un magnifique adulte, aux yeux qui ne seront même plus bleus. Et qui plus est, dans l'arbre généalogique,
Rien ne dit qu'il n'y a pas eu un adultère à un moment donné, et que le grand-père biologique n'est pas le grand-père officiel et arien, mais un bel hidalgo de passage dans la région, qui pourrait même avoir du sang mort dans les veines. Allez savoir. Il est 13 heures. Toujours pas de signe de Friedrich. J'attends que le petit garçon auquel je viens de donner son biberon fasse son roux, ce qui ne tarde pas à venir. Repu, il est en train de s'assoupir. Pendant que je l'emmène à la nurserie pour l'installer dans son berceau, il s'endort complètement. Je patiente un peu, au cas où il se réveillerait, mais le chérubin dort à point fermé. Louise vient prendre mon relais, puisque Friedrich doit venir cet après-midi. Alors que je viens de descendre la dernière marche de l'escalier, je me heurte à un torse masculin, recouvert d'un uniforme noir. Je me recule instantanément, et ne peux éviter de voir le sourire ravageur du propriétaire de cette tenue qui me donne toujours la chair de poule. « Désolé, fais-je, je ne vous avais pas vu. »« Ce n'est rien, Fräulein. Permettez-moi de me présenter. Je suis le SS Oberscharführer Erich Neumann. » Le SS qui a engrossé Annette. « Enchanté, SS Oberscharführer Neumann. Mais vous voudrez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. » Je le contourne pour poursuivre mon chemin, mais il insiste et m'attrape par le poignet. « Vous ne souhaitez pas faire plus ample connaissance ? » ?»« Certainement pas, don Juan. Je comprends maintenant pourquoi tu ne peux pas te charger d'Annette et de son bébé. Tu es prêt à culbuter encore une Française aux yeux bleus pour faire plaisir à ton Führer. Si vous voulez parler de faire connaissance plus intimement, vous arrivez trop tard, rétorquai-je en le regardant droit dans les yeux avec mon petit ventre en avant. Il a bien de la chance, celui avec lequel vous avez procréé. Si vous souhaitez donner un second enfant au Reich, je suis votre homme. En effet, j'ai beaucoup de chance, et si mademoiselle veut un second enfant, il sera du même père, dit d'une voix sèche. Le SS tourne la tête vers le propriétaire de la voix qui s'approche, et me scrute à nouveau. Avec un Oberleutnant de la Wehrmacht? Quel gaspillage! Une belle pouliche comme vous, siffle-t-il entre ses dents. Quel mufle! Il m'énerve vraiment. Friedrich a beau être de la Wehrmacht, il a un grade bien supérieur au tien. Méfiez-vous des pouliches, et c'est Oberscharführer. Quand elles se mettent à ruer, ça peut faire très mal. Je ne pense pas que vous ayez envie de me connaître mieux après. Je suis loin d'être aussi gentille et naïve qu'Annette. Le SS s'esquive sans un mot, et je reste à regarder Friedrich à 2 pas de moi, une fraction de seconde, avant de me jeter dans ses bras. Ma respiration est encore saccadée par l'émotion. Ma bouche cherche la sienne. Ses mains retrouvent le chemin de ma taille, les miennes ses épaules et sa nuque. Notre baiser est plein de passion, un vrai baiser de retrouvailles. Nos langues se livrent à une danse frénétique. C'est lui qui y met fin, en posant son front contre le mien. Tu m'as tellement manqué, Schatz, et réciproquement mon amour. Je me recule un peu pour le contempler, et je lui prends la main pour l'attirer de nouveau à moi. Nous avons du temps à rattraper, même si je sais que ce sera une mission impossible en un après-midi. Je l'entraîne vers le salon où doivent se tenir les visites. Comment ça s'est passé ces 3 semaines, s'enquiert-il. Ce n'est pas si horrible que je le pensais au départ. Je ne suis pas débordée car l'établissement n'a pas encore fait le plein. Ce qui me paraît difficile, c'est de voir ces bouts de choux abandonnés par leur mère. Les enfants ne manquent de rien, sauf de l'amour de leurs parents. Et ce ne sont pas les Schwestern qui leur en donnent. Elles trouvent que je perds mon temps quand je leur fais des câlins. Pourtant, nous avons du temps, mais apparemment elles ont été habituées à travailler à la chaîne dans leur foyer précédent, où il y avait plus d'enfants, et elles ont conservé ce rythme. Et toi? J'ai porté ta lettre à tes parents. Comment a réagi mon père? Pas si mal. Il est rassuré sur ton sort, et s'il ne m'a pas fait un câlin, comme toi avec tes bébés, il ne m'a pas jeté dehors quand il a su pour nous. Je souris. J'étais certaine que mon père n'aurait pas de réaction violente. Ce n'est pas dans son caractère. Et maman? Elle s'est plus inquiétée de ta grossesse et de l'accouchement. Elle m'a même demandé si nous voulions un garçon ou une fille. Je crois que je l'ai surprise en lui disant que j'aurais aimé être présent à l'accouchement. Pour être surprise, elle a dû l'être. Pour rien au monde, mon père n'aurait assisté à ça, m'exclamai-je en riant.
Thérèse va bien aussi, ajoute mon bel officier. J'aimerais aborder des sujets plus gais, mais j'ai besoin de savoir si Gigi a réussi à alerter suffisamment de membres du réseau et si certains ont pu échapper à la Gestapo. Y a-t-il eu d'autres arrestations? Malheureusement oui, mon amour. Ils détiennent l'Esper, Claude Malraux, le docteur Delbos de Desvilles et son épouse, Raoul et Henri Boulanger, ainsi que leurs épouses, Isidore Newman, un agent du SOE britannique, et une certaine Madame Deveau qui l'avait aidé, Émile Savoie de Louviers et Roger Mayer du Havre, et beaucoup d'autres. Il y a plus de 90 personnes détenues. Il me raconte alors l'arrestation des boulangers, ce que savait déjà la Gestapo avant leur arrestation, l'insuccès des interrogatoires musclés des deux frères. Ils ne savent pas qui est Fantomas, alors que Fantomas, c'est justement Raoul lui-même. Son frère Henri est en cartouche. Les gestapistes semblent toujours tout ignorer des Diables Noirs et détiennent les groupes de liaison. Le réseau est pratiquement réduit à néant, mais ils n'ont pas l'air d'avoir mis la main sur les groupes spécialement créés pour agir au jour J. Que vont-ils faire d'eux? Pour l'instant, ils ont poursuivi leurs interrogatoires, notamment avec les frères Boulanger. Mais ces gars-là sont des durs à cuire, ils n'en tirent rien. Je ne peux qu'admirer leur courage. Ça a tellement mis Alice sur les dents, car il s'est bien rendu compte que beaucoup de maquisards avaient échappé à la rafle, qu'il a fait arrêter Augustine et Lucienne Boulanger vendredi dernier. Finalement, je ne regrette pas de t'avoir amené ici. Gigi a l'air d'être passée aussi à travers les mailles du filet. Je n'ai vu son pseudonyme sur aucun rapport. Je l'espère pour elle. Nous avons parlé à voix basse, afin que personne n'écoute notre conversation. Ceci dit, personne n'est entré dans la pièce, sauf à cet instant. Une tête blonde passe par la porte. Annette. Elle me fait signe de venir. « Qu'est-ce qu'il y a, Annette ?» demandai-je. « Rien de spécial. Je voulais juste te dire que vous seriez mieux dans la chambre. Éric est passé, mais il est reparti. Je vais aller dans le salon bibliothèque. Vous serez tranquille. » « Merci, Annette, » lui soufflai-je avant de lui faire une bise sur la joue. Avec un grand sourire, je reviens vers mon fiancé et je le prends par la main. « Viens, lui dis-je. » Friedrich a bien entendu ce que m'a dit ma voisine de chambre. Je referme la porte à clé derrière nous et aussitôt il m'assaille de baisers si passionnés que j'en perds la tête. Ses mains parcourent mon corps. Mes chaussures et mon uniforme sont éparpillés sur le parquet avec le sien. Nous sommes tous les deux en sous-vêtements, et son corps se presse contre le mien. Son sexe dressé agace le mien à travers les 2 couches de tissu, et Friedrich me déleste de mon soutien-gorge. Je m'embrase. Après l'amour, je m'assoupis quelques minutes entre les bras de mon amant. Mais la sensation de nos 2 corps nus me réveille. Mes longs cheveux se sont répandus sur son torse. Je sens qu'il m'observe. Est-ce le simple fait de me regarder? Mais je vois bien que son membre durcit de nouveau. Il m'a déjà avoué que sa libido explosait avec moi. Je veux bien le croire. Sa main descend doucement le long de mon dos, ses doigts effleurent ma peau, remontent sur ma hanche, s'attardent sur mon ventre arrondi avant de venir titiller mes mamelons. Encore? Tu es vraiment insatiable, Friedrich. Ce n'est pas ma faute. Tu es si belle. J'ai tout le temps envie de te faire l'amour, avoue-t-il décontracté. C'est devenu une addiction. J'appelle ça le syndrome Emma, une maladie d'amour avec pour symptôme une augmentation de mon appétit sexuel en ta présence. Alors, fais-moi l'amour. Sa verge tendue, il se faufile entre mes cuisses et saisit un mamelon entre ses lèvres. Il se frotte contre mon intimité. Il sait très bien qu'il m'excite ainsi. Il me pénètre enfin et nous gémissons en totale harmonie. Friedrich, 5 avril 1944. Lors de ma visite à Emma le 3 avril, j'avais dû m'extraire du lit et me rhabiller à contre-cœur. Emma n'avait rien dit, mais je la sentais près de pleurer. Ses longs cheveux blonds en désordre, elle était magnifique. Pour cette femme, je ferais n'importe quoi. J'ai d'ailleurs déjà trahi ma patrie pour elle, et je ne regrette rien. J'ai dû reprendre la route vers Rouen après lui avoir promis de revenir dans 3 semaines. Il m'en coûte de ne pas la voir tous les jours.
Mais je ne dois pas non plus attirer trop l'attention. Et les événements actuels avec la recrudescence de sabotage un peu partout ne favorisent pas l'accord d'une permission. Le surlendemain de ma courte visite à la Morlaix, dans la soirée, j'entraîne Hans boire un verre au café Victor. Emma me manque, et Thérèse est de nuit. Nous sommes seuls tous les deux et j'ai besoin de me détendre. Dans l'établissement, je connais pas mal de monde. Soldats de la Wehrmacht ou SS. Au fond, je repère Manfred Fischer et Suzanne. Bien entendu, ils m'ont vu. Je suis bien obligée d'aller leur dire bonjour et je ne vais pas réchapper à des questions sur Emma. Je m'approche donc suivi de Hans. « Friedrich, comment allez-vous ?»« Très bien, Manfred. » Nous sommes brièvement interrompus par le serveur qui vient prendre nos commandes. « Et comment va Emma ?» s'enquiert Suzanne. « Je n'ai plus de nouvelles. J'ai su par Thérèse qu'elle avait quitté Rouen. » En effet, nous attendons un heureux événement. Heureux pour nous, mais pas pour ses parents, précisai-je, alors que c'est complètement faux. Elle est chez mes parents, en Allemagne. Aucun ne cherchera à savoir où exactement. Le fait qu'elle soit en Allemagne suffit. À Thérèse aussi, j'ai laissé croire qu'Emma était chez mes parents. Les Lebensborn sont une organisation dont même les Allemands ne connaissent pas l'existence, et encore moins les objectifs, comme moi je les ignorais jusqu'à ce que Reinhard m'en parle. « Emma, enceinte ?» s'exclame Suzanne. « De combien ?»« 5 mois, réponds-je, tout en gratifiant d'un sourire le serveur qui vient d'amener ma bière ainsi que celle de Hans, qui le remercie pour nous deux. « Eh bien, vous n'avez pas chômé ?» ricane Manfred. Je préfère ne pas relever, mais l'ami de ma fiancée veut en savoir plus, notamment si j'ai l'intention d'épouser Emma. Lorsque j'affirme que c'est prévu, je vois son regard se tourner vers Manfred qui ne réagit pas. La pauvre fille ne sait toujours pas qu'il s'amuse avec elle. C'est beaucoup moins risqué que de fréquenter les bordels. Même si théoriquement il nous est interdit de coucher avec les habitants des territoires occupés, nous n'encourons aucun risque. Quand bien même un soldat allemand engrosse une Rouennaise sans avoir l'intention de lier sa vie à cette dernière. À Rouen, une nurserie accueille d'ailleurs les enfants nés d'Allemands et délaissés. C'est finalement une voix féminine qui clôt le sujet. Gigi. Oberleutnant von Richter. Eh bien, dites-moi, ça fait un bail ? Bonsoir, Fräulein. À vous entendre, je pourrais croire que cela fait des mois. Or, nous nous sommes croisés il n'y a pas si longtemps, un mois peut-être ? N'est-ce pas, Hauptmann Weber ? Ajoutai-je en serrant la main du compagnon de la brune. Voulez-vous vous joindre à nous ? Le capitaine acquiesce. Nous voilà maintenant 6 autour de la table. Comment va votre belle amie, Herr von Richter ? Très bien, elle est chez mes parents. Gigi hausse les sourcils mais n'insiste pas. Elle n'en a pas besoin. Suzanne se charge de dévoiler les raisons de ce séjour loin de Rouen. Je crois voir une lueur amusée dans les yeux de l'ancienne messagère du réseau démantelé par Ali. Du moins, le croit-il. Elle doit vous manquer, me dit-elle. Mais je sais que vous avez un refuge. La littérature. Je me demande comment elle le sait. Soit Emma lui a parlé de ma passion pour la littérature, mais j'en doute, soit elle bluffe. D'ailleurs, la dernière œuvre littéraire que vous m'avez conseillé de lire était très intéressante, me lance-t-elle soudain. J'ai beaucoup appris. Je l'ai d'ailleurs conseillé à quelques-uns de mes amis. Message reçu. Elle a bluffé pour pouvoir me faire comprendre qu'elle avait bien transmis le message codé d'Emma. Suzanne ne peut s'empêcher de demander de quel livre il s'agit. Le coup de grâce de Marguerite Yourcenar, un roman qui évoque les souvenirs d'un soldat combattant aux côtés des Russes blancs pendant la révolution bolchevique, qui doit à la fin participer à l'exécution de Rouges faits prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y a une jeune femme qui est tombée amoureuse de lui des mois auparavant, et elle demande à être abattue par lui. Heureusement que Gigi a ajouté ces précisions, car je n'ai jamais lu quoi que ce soit de Yourcenar. Emma s'est pourtant déjà moquée de moi, et m'a conseillé plus d'une fois de lire des auteurs français plus modernes. Qui plus est, je crois bien que cette autrice n'est pas en odeur de sainteté, puisqu'elle est partie aux États-Unis. En attendant, je vais pouvoir rassurer le trésor de ma vie sur le sort de sa camarade qui a aussi accompli sa mission de messagère. Friedrich.
du 19 au 23 avril 1944. Les interrogatoires des boulangers se poursuivent comme ceux des autres prisonniers. Cette nuit, comme chaque nuit, des avions survolent la ville, prenant la direction de la région parisienne ou de l'Allemagne. Leurs vomissements m'ont réveillé. Soudain, un peu après minuit, des fusées éclairantes blanches, bleues, vertes, illuminent intensément toute la ville. Et les avions qui suivent larguent une première cargaison de bombes. L'alarme sonne presque dans la foulée, mais à retardement malheureusement. Hans et moi assistons alors à un spectacle impressionnant, incroyable. Les lumières des fusées continuent à descendre lentement, projetant des ombres mouvantes comme si la ville bougeait, chancelait. Puis vient le fracas des torpilles qui éclatent, des murs qui s'effondrent, des sirènes qui rugissent, des canons de la Flak qui grondent. Puis une deuxième et une troisième vague suivent. Ce sont Sotteville, Saint-Sever, la périphérie, puis la rive droite qui sont écrasées par ces forces de destruction déchaînées. 50 minutes de terreur pour la population qui se prolongent avec l'explosion des bombes à retardement et des incendies. Ces derniers vont se prolonger plusieurs jours. Les pompiers de la ville, de la banlieue, ainsi que ceux d'Elbeuf, de Dieppe, de Louviers et d'Évreux mettent 10 jours pour en venir à bout. Rive droite, plus de 60 rues et places ont été touchées. Sur la rive gauche, les quais et les rues à proximité sont dévastés et tout le Bas-Sotteville est détruit. Alors que lors du sinistre provoqué par notre armée en 1940, la plupart des monuments étaient restés intacts, le bombardement a détruit beaucoup des richesses artistiques et culturelles de la ville. Les torpilles qu'a reçues la cathédrale ont anéanti les chapelles latérales du XIIIe siècle. La flèche elle-même est fragilisée. À l'intérieur, les gravats ont enseveli le tombeau de Rollon. De nombreuses statues sont défigurées. Les tuyaux des grandes orgues pendent, disloqués. Les stalles gothiques du chœur sont réduites en miettes. Les rosaces des portails des libraires et de la calandre arrachées. La tour de Beurre et l'église Saint-Ouen ont, elles aussi, été meurtries. L'escalier de pierre de l'hôtel de ville, un des plus beaux d'Europe, paraît-il, a été pulvérisé par une torpille qui a éclaté au rez-de-chaussée. De nombreuses vieilles demeures et de nombreux bâtiments historiques ont été sérieusement endommagés quand ce n'est pas entièrement détruit. L'hôtel de Bourtroul, l'hôtel Romé de Fresquières, et sans parler du palais de justice, dont toute une partie a été éventrée et où le plafond en carène inversé de la salle des pas perdus, unique en France, a été anéanti. Sous cette salle se trouvent les cellules où sont détenus 180 prisonniers. Pas un n'a été blessé, car bien que les toitures, lucarnes et pinacles aient cédé, le dallage a résisté. Les prisonniers ont soi-disant hurlé, non de terreur, mais de joie, croyant dur comme fer au débarquement allié. La rue du Donjon, interdite au public, et dont tous les immeubles étaient occupés par nous, les Allemands, est quasiment détruite. Mais la tour Jeanne d'Arc, elle, n'a perdu que ses ardoises. En revanche, le musée de peinture du côté du square Verdrel et le théâtre français place du Vieux-Marché, doyen des théâtres de France, sont saccagés. Dans ce dernier, à un quart d'heure près, le bombardement aurait pu tuer les 1200 spectateurs qui assistaient à une représentation. De l'hôtel de la Couronne, il ne reste que la façade. Et les halles ont été sévèrement touchées. Mais la statue de Jeanne d'Arc n'a même pas été éclaboussée alors qu'une grosse bombe a creusé un entonnoir profond devant elle. Quant à la rive gauche, ce sont des pâtés entiers de maisons qui se sont écroulés. La gare d'Orléans, des entrepôts, des sites industriels ont été gravement endommagés ou détruits. Dans beaucoup d'endroits, ce que les bombardements n'avaient pas déjà détruit l'a été par les incendies. Le nombre des victimes est difficile à évaluer. Le nombre de morts dépasserait 900, dont près de 300 sur Rouen uniquement, et 500 blessés, dont 370 hospitalisés. La ville et son agglomération comptent plus de 20 000 sinistrés, dont beaucoup fuient la ville, avec les biens qu'ils peuvent sauver pendant ces journées sombres, où la lumière est obscurcie par la fumée des brasiers. Je n'ai aucun mal à imaginer les mêmes scènes dans les villes allemandes bombardées. Les secours sont organisés promptement et les associations servent des repas, procurent des hébergements. La Croix-Rouge rue Orbe, le centre d'accueil de la rue Poisson, la ruche de la rue d'Elbeuf, le dispensaire Saint-Clément, les écoles, des particuliers se démènent pour apporter leur aide. Le Secours national et le COSI apportent des contributions financières importantes.
Les biens précieux des églises et monuments, les tableaux restants encore dans le musée, sont mis à l'abri dans d'autres endroits de la ville ou dans d'autres départements. Les administrations françaises ou allemandes, dont les locaux ont été ravagés, déménagent. Les câbles électriques sont rompus et les conduites de gaz transpercées suite aux dégâts subis par l'usine de l'île Lacroix. L'objectif des bombardiers était en réalité la gare de Sotteville, comme l'annonce la radio de Londres le lendemain. Il ne faut pas plus pour que les responsables de la propagande et les collabos utilisent cette information pour déchaîner la colère des habitants contre les Alliés. Les graffitis les discréditants fleurissent sur les façades des immeubles éventrés, détruits par les libérateurs ou signés RAF. Paradoxalement, cet énorme cataclysme va sauver des boulangers et d'autres prisonniers plus certainement voués à être fusillés que déportés. En effet, les bombes qui ont écrasé la rue du Donjon et mutilé le palais de justice ont en même temps enterré ou brûlé un très grand nombre de dossiers. La Gestapo se retrouve avec une multitude de prisonniers sur les bras dont il ne possède plus les fiches. L'organisation méticuleuse des fonctionnaires du Reich est alors décapitée par ce chaos. En attendant, partant du principe que si ces gens ont été arrêtés, c'est qu'ils sont coupables, tous les prisonniers vont être déportés. Ainsi, le matin du 20 avril, vers 4 heures, toutes les cellules sont ouvertes, et les détenus rangés deux par deux, tant bien que mal, sous les coups de crosse des SS et mis dans des camions. 116 d'entre eux, dont Raoul et Henri Boulanger, Gaston Delbos et Roger Meyer, sont dirigés vers le camp de Compiègne-Royalieu, avant un voyage en train vers les camps. Dans quelques jours, je vais aller voir Emma. Reinhardt m'a transmis un message de Fritz, m'informant de ne pas venir le lundi 24 avril. Une visite d'inspection de Gregor Ebner est prévue. Je ne la verrai donc que le lendemain.